Sur la machine, il y avait quoi comme fichier du coup? Je sais pas moi. Je sais pas le Tu l'as remis en position? Non, j'ai pas effacé. Tu veux que je nettoie? Non, je le fais. Non, parce qu'il y a plusieurs dossiers, dossiers 4 dossiers... Et oui, il y a plusieurs, je comprends pas tous les dossiers, il y en a 8 et à chaque fois les sons ils vont dans un seul dossier. Ouais, mais quand tu sélectionnes le petit bouton en haut, ça va dans un dossier... C'est bizarre parce que ça va pas dans le dossier 1, ça va dans le dossier 5... Oui, pas du tout. On va faire un petit check. Et la voix mystère, toujours à identifier au 01 34 12 12 22 dans le cadre du grand jeu du matin, chaque matin sur LFM Radio Anguin entre 7 et 8 et 8 et 9. Qui est derrière cette petite voix? Oui, c'est une femme, mais il ne s'agit pas de Sylvie Tellier comme me l'a proposé il y a quelques secondes Pierre. De qui s'agit-il pour repartir avec vos places de cinéma UGC et aussi vos places pour le spectacle Abamania à la salle Playel à Paris, dans le 8e arrondissement, le 3 février prochain? 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 pour identifier cette voix mystère. Un dernier petit point météo avec Solène. La journée sera encore pluvieuse sur toute la région Île-de-France et aucun département ne sera épargné. Et le vent va souffler aujourd'hui avec des rafales jusqu'à 70 km/h côté Mercure. On gagne 1 degré au global. Il fera notamment plus chaud ce matin avec 7 degrés pour les minimales et 9 pour les maximales. Des températures identiques cet après-midi avec en moyenne 9 degrés dans le Val d'Oise, à Tousson et à Paris, 8 degrés dans les Yvelines, à Villepinte et à Torcy, et enfin 10 degrés à Vers-le-Petit. Merci beaucoup Solène, à tout à l'heure midi 15 pour un autre flash valoisien, pratiquement 8h54. Nous allons retrouver maintenant l'agenda des villes. Ça sonne, vite, vite. Quelques événements à Anguin-les-Bains. Que se passe-t-il prochainement au Théâtre Barrière d'Anguin-les-Bains? Vous pourrez notamment applaudir la chanteuse Anne Carrère. Elle se produira ce dimanche 21 janvier à 16h dans le cadre du spectacle Piaf. Le spectacle, elle reprendra les grands succès de la Môme. Et aussi le dimanche d'après, le dimanche 28 juin, aussi à 16h, autre ambiance, autre événement avec l'illusionniste Alain Choquette. Pour en savoir davantage sur ces deux spectacles, et direction le site casino-anguin.fr. Nous restons en Anguin-les-Bains qui vous proposera demain et plus précisément au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, rue de la Libération, une séance pour les petits avec un film d'animation à partir de 5 ans. Le film, c'est un conte, peut en cacher un autre demain, mercredi 17 janvier, avec 2 séances, 10h et 16h. Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence? Vous le saurez en allant voir ce sympathique film d'animation. Et pour vos réservations, vous faites le 01 30 10 85 59. L'agenda des villes vous emmène aussi du côté de Roissy en France avec la galette de l'amitié, c'est ce 20 janvier, ainsi que l'élection de la Marianne de Roissy 2018. Rendez-vous à la salle Marcel Hervé à 19h30, entrée libre pour la galette de l'amitié et l'élection de la Marianne de Roissy 2018. Et pour refermer l'agenda des villes, la commune d'Éragny vous propose ce soir pour une 25e représentation organisée par l'association des mots migrateurs, Mireille Jaume, qui est une comédienne pontoisienne, également clown, auteur de théâtre et nouvelliste. Pendant le premier temps de la soirée, elle aura carte blanche pour partager ses écrits et dans un deuxième temps, vous pourrez aussi partager avec elle votre texte de 3 minutes. Pour en savoir davantage sur cet événement qui aura lieu ce soir à Éragny, vous faites le 01 30 37 01 11, c'est à 20h30 et ça se passe au 33 chemin d'Andrézy. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin. Pour la dernière fois ce matin, nous allons retrouver encore une fois l'horoscope avec Patricia Lasserre. Où est-elle? Elle est là. Bonjour, bonjour Patricia. Patricia, elle se cache. Ce matin, ça fonctionne pas très bien. J'ai une proposition. Oui. Mathilde Seigné et c'est Evelyne de Paris. Tu l'annonces, ouais. Du coup, je vais enregistrer.
Si j'y arrive, tu le sens. Mathilde de Sénil, c'est de Evelyne de Paris. On peut mettre le... C'est déjà prêt. Qu'est-ce qu'il a ce micro? Oh, il a besoin d'un... Il a un problème. D'un resserrage. La base bouge. Il est visé. Fermez la porte à chaque fois, s'il vous plaît. C'est pas on air, là. Pardon? Ça n'est pas encore on air. Non, mais ça se termine vite, le truc. Et ben voilà. Bonjour. Bonne année. Et à vous aussi. Bonne chose. J'ai pas entendu parler. Plein de bonnes Ah, oui, choses. ouais, je vais sur les oreilles. Ça vous va? Merci beaucoup Patricia Lasserre pour cet horoscope du 17 janvier 2018. Nous retrouvons tous vos horoscopes sur voyance-équitable.com 8h58. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir suivi nos informations. Elles reviendront à 12h15 pour le prochain Flash Val-Loisien. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour l'émission Le Bar de l'économie. Elle reçoit le maire d'Enghien-les-Bains qui nous parlera de plein de belles choses en ce début d'année 2018. Très bonne matinée, très bonne journée et à demain matin pour une nouvelle matinale sur la radio du bien-être. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Ah non. Tout Moi, va je bien. me réveille chaque matin, je me dis j'ai qu'une idée, c'est écouter la matinale. Ah ouais. C'est vrai très- qu'il je vous l'ai est- déjà dit, c'est très agréable. Il est très branché. Radio IDFM, Radio Anguin. Putain, j'écoute Bah, que c'est ça. bien, ça vous permet de surveiller aussi ce qui va, ce qui va pas. Exactement. Donc j'ai des Et retours. moi. éventuellement de rectifier certaines choses. Bah, Ce n'est pas toujours simple avec les bénévoles de leur expliquer. Ah, il y en a des bons. Il y en a des sacrément bons. en musique, on en a des excellents. Oui. Il y en a deux là, comme discographie, et plus une connaissance du jazz, c'est remarquable. Ils sont trois. Tiens, j'ai pas vu Louis depuis le début de l'année. La semaine dernière, il était là. Oh, j'ai un enregistrement avec lui à 10h. Ah, d'accord. Donc je pense qu'il sera là. Bon, on y va dans quelques secondes, il est 59. C'est bon pour les micros. Si je me permets de te le Il y a Jackie qui va arriver. Qui est Jackie? Jacqueline Boras. Ah, Jacqueline. J'ai appelé Jackie. Oui, parce qu'on l'appelle comme ça. Amusez-vous bien. À plus tard. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale d'IDFM, bienvenue au bar de l'économie. Charlie nous accompagne pour la technique, merci Charlie. Alors je vous propose de nous écouter bien sûr en 98.00 sur la FM, en web radio sur idfm98.fr ou de nous regarder en live, en vidéo via Facebook, page IDFM. Au bar de l'économie, nous mettons à l'honneur des inconnus tout comme des personnalités. Notre critère, ceux qui ont de l'esprit et du cœur, qui entreprennent et réfléchissent, et surtout qui concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental et président du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Bonjour Philippe Sueur. Bonjour Florence et surtout bonjour à tous nos auditeurs. Vers 9h30, notre pause culinaire du jour avec Jackie. Et vers 9h40, 9h45, la web actu du jour, les actualités nationales.
Mais avant de vous passer la parole, Philippe Sueur, je vous propose une pépite musicale car cette semaine, nous rendons hommage d'une part à France Gall et puis ces jours-ci, 3 autres chanteurs sont décédés. La chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan, le chanteur de Happy Days, souvenez-vous, c'est Edwin Hawkins et malheureusement le chanteur Ray Thomas des Moody Blues. Donc aujourd'hui, nous allons également rendre hommage à ces 3 chanteurs décédés ces tout premiers jours du mois de janvier. Mais on commence avec cet hommage à France Gall. C'est pas la génération des jeunes. Mais ça, c'est une chanson Oui, génial. Nous sommes sensibles. écrite par un Français. Autre chanteur bien connu, Serge Gainsbourg. Ah, c'est Gainsbourg. Ouais. Je te propose de commencer par le fait que Enghien a brillé de 1000 feux, c'est ce que je vais dire, c'est au mois de décembre. Donc de ça, puis après peut-être un petit bilan sur l'année 2017. Non? Oui. Au niveau quoi? Département? Non, pour Enghien. Tes vœux, enfin un petit bilan et les vœux 2018, tu vois. Voilà, premier sujet. Les décorations et puis surtout les projections monumentales. Charlie, vous nous direz combien de temps il nous reste? Il est occupé. Secondes. C'est parce qu'il a un casque. Et oui, c'était France Gall, vous avez reconnu la chanson écrite par Serge Gainsbourg, Les Sucettes. Alors tout de suite, nous rejoignons Philippe Sueur, qui est à nos côtés, pour, eh bien justement, Philippe Sueur, on a noté qu'Enghien brillait de 1000 feux au mois de décembre, 3 projections monumentales, et notamment celle sur la mairie dédiée aux enfants qui était à 360 degrés, un exploit, j'imagine, un exploit technique. Alors, quelles retombées ces projections? Alors des retombées, je pense, de satisfaction au regard de l'augmentation de nos visiteurs. Nous pensons que les visiteurs pour les projections ont dû atteindre les 100 000 présents dans un mois qui a été à la fois froid mais surtout humide. Alors nous avons une vocation, une volonté en même temps, c'est d'être une ville d'accueil. Enghien-les-Bains, ce n'est pas une belle orgueilleuse, c'est bien au contraire la cité qui doit faire converger sur ce lac, sur ses commerces, surtout ces lieux de culture et de divertissement, le maximum de franciliens. En conséquence, nous mettons en lumière à partir de la mi-novembre et nous éteindrons les lumières dites de Noël au-delà, donc autour du 20-21 janvier. Mais nous avons renforcé cette expérience qui a été inaugurée il y a fort longtemps à travers les bains numériques, des projections qu'on appelle en vidéo mapping, c'est-à-dire qui épousent les formes d'un monument tout en y racontant une histoire. Donc
Nous avions inauguré ce mode avec Miguel Chevalier, un très grand artiste qui brille notamment aux 3 jours de lumière de Lyon, autour de cette fête du 8 décembre lyonnais, et que nous rencontrons à l'occasion de notre grande manifestation biennale maintenant, les bains numériques. Cette année, comme l'an passé d'ailleurs, nous avons eu le bonheur de travailler avec Damien Fontaine. Damien Fontaine, c'est le pape, c'est le jeune pape, il a autour de 40 ans, de la vidéoprojection. Il vient d'être pour la 5e fois le lauréat de Lyon. C'est celui qui éclaire Dubaï, qui projette aux États-Unis, et son équipe, lui-même, il a été présent de nombreuses fois sur la ville, son équipe invente d'abord un thème, un véritable conte. Sur l'église, nous avons projeté une histoire des rois mages renouvelés, c'est-à-dire que au-delà de l'événement à la fois historique, religieux de la venue du Christ, l'étoile continue sa course et des rois mages en quelque sorte renouvelés poursuivent une étoile de lumière et de vérité et de paix. Sur la mairie, c'est comme nous en avons la tradition, un conte aux enfants. Alors là, c'était une histoire du Père Noël absolument dynamique, délicieuse, à 360 degrés, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'idée de Damien Fontaine. Au départ, j'étais un peu réticent parce qu'on se demandait où on allait tourner la tête, mais ça a très très bien fonctionné. Et puis enfin, sur le casino, c'était un hommage en quelque sorte à Georges Méliès, qui était le guide dans une histoire fantastique, onirique, qui nous faisait visiter d'autres histoires et d'autres histoires de la ville et puis d'autres histoires. Alors, Georges Méliès, c'est un clin d'œil, et puis une projection, clin d'œil à l'histoire du cinéma, d'image, mais en même temps, c'est ce que j'annoncerai d'ailleurs samedi prochain. Nous aurons, je pense, à la rentrée, ainsi le programme, le calendrier tient, l'ouverture d'une annexe de l'école Georges Méliès, c'est-à-dire d'une école dédiée à l'image sous ses formes traditionnelles comme ses formes numériques. Alors où Sur le site qui accueillait jusqu'il y a 2 ans notre CFA, nous avions à Enghien le bonheur d'avoir un CFA dédié à l'électromécanique. Malheureusement, nos effectifs ne dépassant pas une centaine d'apprentis et même reculant très légèrement, avec la région et l'éducation nationale, nous avons donc décidé de transférer notre CFA à l'éducation nationale. En conséquence, les ateliers restent en place au lycée professionnel, mais les locaux qui étaient ceux de l'enseignement tertiaire, de l'enseignement théorique, qui sont purement municipaux et sont à disposition, et nous sommes très heureux de pouvoir y accueillir dans quelques mois de jeunes gens, surtout dans un esprit d'école de la deuxième chance. Alors on est très content d'apprendre cette toute nouvelle pour 2018. Enghien-les-Bains, c'est l'ouverture de l'école Méliès. Donc le CFA, c'est derrière l'église d'Enghien, si ma mémoire est bonne. Derrière l'église d'Enghien, c'est le CFA de la Chambre de commerce. Le nôtre était avenue de Ceinture, au 62 avenue de Ceinture, entre le lac et la voie ferrée. Donc une école de la deuxième chance s'ouvre à Enghien, dédiée au cinéma. Absolument. Le directeur fondateur de l'école Méliès, qui est installé ici à Orly, c'est Franck Petitat. Franck Petitat est convaincu, et c'est très intéressant comme démarche, que celui qui doit se consacrer à l'image, que ce soit dans sa représentation classique, jusqu'au numérique, au 3D, aux effets spéciaux, doit passer par un apprentissage traditionnel. Lui-même, malgré son relativement jeune âge, est un ancien compagnon du Tour de France, qui était, c'est un sculpteur sur pierre. Il est passé par le fait des hasards de la vie dans le cinéma, et le cinéma dans ses technologies les plus avant-gardistes. Et pourtant, dit voilà, la tradition, la main et l'œil doivent être formés au classicisme avant de devenir en quelque sorte des guides ou des moniteurs de technologie.
Alors, cette école ouvrira à quel mois est prévu? Nous espérons l'ouvrir à l'automne. À l'automne 2018. 18. Bon, on est très content. Et combien d'élèves pourra-t-elle accueillir? Jusqu'à 80. Oui, c'est déjà une belle... Donc, on va manier les outils du cinéma, à la fois les anciens outils et les nouveaux outils, j'imagine. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous aurons dans quelques jours, la semaine prochaine, l'ouverture du PIDS, c'est donc Paris Image Digital Summit, qui est vraiment la rencontre professionnelle nationale et internationale des superviseurs, des producteurs d'effets spéciaux. Il n'y a plus aujourd'hui, et puis encore quelques films qu'on peut dire presque confidentiels ou dans une très grande tradition, mais le cinéma d'aujourd'hui, depuis le cinéma d'animation jusqu'au grand cinéma d'effets spéciaux, c'est à la table, bien entendu, pour prendre le plus symbolique d'entre eux, et nous rendons hommage aujourd'hui à un très grand superviseur, comme ceux auxquels nous avons délivré des Genie Awards les années précédentes, c'est donc Tibet. Mais vous reviendrez nous parler du PIDS le 26 janvier avec Yann Marché qui nous a confirmé sa présence. C'est le directeur de la commission du film et on parlera justement de tout ça. Mais avant, j'aimerais que vous reveniez sur ces projections monumentales parce que combien ça coûte? Est-ce que ça coûte plus cher de faire des projections à 360 degrés ou finalement vous êtes dans le même budget que l'an passé? Oui, non, ça coûte un peu plus cher naturellement parce qu'au lieu d'avoir deux sur l'autre que nous ne possédons pas, que nous devons louer au regard de leur prix d'acquisition, et en conséquence ça coûte effectivement un petit peu plus cher. Une création, pour que l'auditeur, une création qui demande des semaines de travail d'équipe, c'est autour de 40 000 euros. Autour de 40 000 euros, celle qui est projetée sur le casino étant offerte par mécénat du groupe Barrière, donc du casino lui-même. Alors, envisagez-vous éventuellement, puisque vous avez déjà 3 lieux de projection, envisagez-vous pour 2018 d'étendre à d'autres lieux? Oui, je le souhaite vivement. Nous avons tenté l'expérience d'un 4e lieu il y a 2 ans sur la gare et notamment en projetant sur la passerelle. Malheureusement, c'est un lieu qui est trop éclairé et où les effets de projection sont diffus et peu visibles. Nous avons un site en vue, un très beau pignon qu'on appelle aveugle, c'est-à-dire le latéral d'un grand immeuble qui d'ailleurs n'est pas tout à fait sur Enghien, administrativement parlant, mais qui vit sur Enghien, qui domine le parking Foch. Et là, effectivement, nous pouvons avoir un 4e lieu. J'aimerais après qu'on en trouve un 5e, de manière à ce que pendant ces 4 semaines, nous soyons un petit Lyon, une ville lumière, une ville joyeuse. Joyeuse en même temps. C'est très important, la joie, parce que il faut sourire. Aujourd'hui, on a besoin de gaieté. Nous sommes dans l'inquiétude, dans la morosité, dans l'interrogation, et pourtant il y a tant de belles choses et il y a surtout tant de cœur. Alors, est-ce que vous avez déjà des chiffres de retombées économiques pour les commerçants en faisant ce type d'animation? On aimerait le savoir. On aimerait le savoir. Enghien est une ville dont le commerce vit aux 3/4, entre le tiers et les 3/4 sur l'extérieur. Nous le savons par des études que quelques bureaux d'études ont été amenés à faire sur Enghien, ce qui conduit pour les responsables municipaux que nous sommes à donner les conditions à la fois de l'attractivité mais également de l'accueil. Philippe Sueur, je vous propose un hommage à France Gall avant d'entamer un autre sujet avec vous. On écoute une de ses chansons phares. Et là, on passe Moody Blues, Night in... Là, je vous donne... Moody Blues, alors c'est Nuit de satin, Night in White Satin. Ah, parfait. Après, c'est Cranberries Dreams. Donc ça, c'est 3, 4. 2... Oui. En 4, c'est donc Moody Blues. Oui, non mais... Là, c'est France Gall, on est d'accord? On est d'accord, c'est 2. Voilà. Comment s'appelle cette chanson-là déjà? Là, c'est... Je sais plus, qu'est-ce que j'avais sélectionné? Débranché. Ah oui, c'est vrai. Donc après, qu'est-ce que vous me proposez?
Après, je vous ai mis Moody Blues, donc c'est D'accord, ça j'ai Night noté. in Wet Satin. Ensuite. Après, c'est Eddie Hawkins. 4, Happy Days. Non, pardon, excusez-moi. Cranberry Dreams. 4, d'accord. Et en 5, Happy Days de Eddie Hawkins. Je pense qu'on aura fait le tour. On va voir. Sinon, j'ai d'autres choses. Non, non, mais sinon je les ai dans mon dossier Oui, du jour. oui, bah, je les mets. Hein. Voilà. Super, merci Charlie. De toute façon, on a encore pour 2 minutes. Oh, mais on n'est pas obligé de tout passer. Hein. Non. Alors après, je te propose qu'on aborde le sujet de qu'est-ce qui préoccupe les élus de la ville. En fait, on va parler de la ville peut-être donc. Tu peux peut-être dire ce qui s'est passé en 2017 et qu'est-ce qui préoccupe les élus actuellement. Le petit bilan en 2017, on va dire. Après, j'ai mis, au cas où on passe les 3 et on a encore du temps, Whitney Houston. Oui, très bien. Will Always Love You. C'est très bien. À la fin complètement de notre... Il faudra qu'on rappelle la date des rencontres angénoises. Hein, et puis tes vœux pour en dernier. Je te propose de faire les vœux et les rencontres que tu parles. Tu rappelles la date des rencontres angénoises. C'est quand même à la fin de la semaine. Donc bilan, peut-être petit bilan 2017 sur Anguin, et puis après on passe peut-être au département, donc qu'est-ce qui préoccupe les élus en ce moment? Alors 2000... 30 secondes. Il reste 30 secondes. Ok. « 10 secondes. Florence? Vous avez reconnu France Gall avec son titre Des branches, ce qui est bien d'actualité compte tenu en plus de tous nos objets connectés dont je vous parlerai d'ailleurs en fin d'émission dans la Web Actu Story. Hein, des branches, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, nous sommes avec Philippe Sueur sur IDFM. Philippe Sueur, alors en 2017, que s'est-il passé à Anguin au cours de l'année 2017 ? Alors, sur l'année 2017, nous avons vécu 3 beaux événements. Le premier, c'est la livraison et la réouverture, la mise en service du pavillon du lac. Le pavillon du lac, comme le nom l'indique, est sur le lac. C'était à l'origine le garage à bateaux surmonté d'une guinguette. Elle était en bois. Elle a été ensuite construite en maçonnerie, pierre et sur pilotis sur l'angle est de notre lac. Et les effets du temps ont conduit à ce que ce bâtiment s'est trouvé en péril. Nous avons dû le fermer d'urgence et le sauver. Ça a coûté beaucoup d'argent. C'était l'occasion de refaire un lieu de très grande qualité qui permet de déjeuner face à un panorama absolument merveilleux, quelle que soit la saison, bien sûr, de reconquérir une terrasse sur le lac. Et c'est au groupe Barrière que nous confions évidemment l'exploitation de ce site historique. Néanmoins, ce travail qui a été réalisé en moins d'1 an est un travail qui a coûté beaucoup d'argent, quelques 5 millions hors taxes, mais, et ça je suis très fier, et en même temps les Français peuvent être fiers
des structures d'aide et de financement que nous possédons, selon des process évidemment tout à fait adaptés, notamment au développement du tourisme, puisque nous avons pu emprunter 4,5 millions à la Caisse des dépôts à 0%, 0% sur 20 ans, et que l'annuité de remboursement correspond exactement au loyer qui est versé par l'exploitant. Ce qui veut dire que nous avons fait un emprunt que j'appelle à l'anglaise, parce que c'était la doctrine des Anglais depuis des siècles. On emprunte en fonction des recettes que l'on va toucher et affecter à l'objet même de l'emprunt. Voilà, ça, c'est un très grand plaisir. Voilà, ce qu'on appelle une belle gestion. Oui, c'est celle du bon sens, bien sûr. Et ça permet à nos auditeurs d'apprécier que les élus ne font pas seulement du somptuaire, mais font aussi de la gestion raisonnée. Nous avons eu, surtout sur 2017, 2 très grandes réunions qui traduisent le renforcement de l'identité d'Anguin. La première de nos réunions, c'est l'Assemblée générale des villes de l'UNESCO, du réseau des 160 villes de l'UNESCO qu'on appelle les villes créatives. C'est un réseau qui se développe assez rapidement. Nous avons été élus à la suite d'une procédure complexe Ville créative UNESCO en 2013 et nous sommes dans la catégorie art numérique. Il y a 7 catégories, je n'ai pas le temps de les énumérer ici, mais c'est quelques 76 pays qui étaient représentés à travers leurs villes, des villes de très grande importance, de quelques millions d'habitants en Chine ou au Japon, ou bien sûr des communes ou des villes un petit peu plus modestes en démographie, mais non pas en notoriété. Je pense à York, je pense à Tel Aviv, etc. Voilà, c'était un très grand succès. Évidemment, le thème, c'était les technologies nouvelles, avec notamment l'idée qui s'est prolongée dans le congrès qui a suivi, d'ailleurs 8 jours plus tard. L'idée était de faire une véritable vitrine de l'entrepreneuriat, de start-up, d'innovation dans les domaines du numérique, pas seulement dans le domaine artistique. Et c'est donc cette fabrique, donc on l'a appelée ainsi, cette vitrine sur pas loin de 1000 mètres carrés, qui a permis aux créateurs innovants d'exposer un certain nombre de leurs produits. Et l'EBN qui a suivi, c'est European Business Innovation Network, qui réunissait là 54 pays, notamment européens, bien entendu, qui forment en quelque sorte la fédération de tous les lieux qu'on appelle des Business Innovation Centers, c'est-à-dire des lieux de création, d'innovation sous forme d'incubateurs ou de pépinières d'entreprises spécialisées. Ça fait 3 beaux événements. Est-ce que l'un d'entre eux pourrait revoir le jour en 2018 ? Eh bien, oui, il y a une prolongation en quelque sorte, puisque nous allons, au mois de juin, assurer les bains numériques, un biennale maintenant, d'art numérique reconnu par le ministère de la Culture qui nous soutient, par la région qui doit aussi nous financer. Et cette biennale rééditera le mode donc d'exposition d'innovateurs, de créateurs à travers ce qu'on appelle la Fabrique 2. Donc on aura sans doute la Fabrique 2 au mois de juin ou de juillet mois de juin. Mois de juin 2018. Mi-juin. Nous reviendrons sur les bains numériques. Je pense que vous inviterez Dominique Roland et son équipe à venir. C'est prévu. Exposer le programme. C'est vraiment là aussi une convergence de créateurs et nous sommes très fiers. Puis maintenant une quinzaine d'années, c'est la 10e édition. À l'origine, les bains numériques étaient annuels, nous l'avons passé en biennale parce que c'est un coût assez lourd et nous ne pouvons pas le supporter annuellement. Alors, je vous propose de passer à un autre sujet qui est le département, puisque vous en êtes le premier vice-président, mais auparavant, un hommage à l'un de nos chanteurs décédés. On commence avec Ray Thomas des Moody Blues, souvenez-vous, Night in White Satin.
J'ai plus la date en tête, mais Dominique Roland vient, c'est pas la semaine prochaine, ça doit être après. Donc je t'ai dit qu'on rendait l'antenne à peu près vers 57. Donc je te donnerai la parole vers 55 pour la conclusion et les vœux, tes vœux, et puis de rappeler les rencontres anghénoises vers 55. T'as 2 minutes, ça suffit? Sur tes vœux et puis les rencontres anghénoises? Ok. On va parler du département et après je passe à l'actualité nationale et à là où j'étais hier, donc au lycée de Denis. Si tu veux commenter, c'est avec plaisir. Je sais pas, la fille n'est pas là, alors je sais pas si elle vient. Elle viendra vers moins le quart, je pense. Peut-être, ouais. On va s'adapter. Oui, on a encore 3 pauses musicales. On a le temps. Il y a une enquête qui est parue ce matin qui dit que les Français attendent du pouvoir d'achat, une baisse des impôts et souhaitent de l'immigration maîtrisée. Je vais te demander ce que tu en penses tout à l'heure quand je passerai à l'actualité nationale. C'est une enquête... Combien de secondes, Charlie, s'il vous plaît? Encore 1 minute. On va peut-être reprendre là. C'est un peu long. Je vous donne la parole à 30. Bon, c'est dans Je vais vous descendre en sourdine en vous passant... D'accord, je surveille les secondes. Il n'y en a plus pour longtemps. Donc c'était Night in White Satin de Ray Thomas sur IDFM. Philippe Sueur, alors en tant que vice-président du Val d'Oise, quelles sont les préoccupations des élus en ce moment? Naturellement, les préoccupations sont territoriales. C'est la réforme territoriale, c'est celle du Grand Paris, sous quelle forme. C'est tout à fait stratégique. Nous avons, ces dernières années, très mal vécu, puisque nous avons été sous une contrainte financière absolument dégradante dans notre capacité d'investissement. Je rappelle aux auditeurs que les 3 aides individuelles qu'on appelle le RSA, l'APA, l'allocation d'autonomie des personnes âgées, et l'allocation handicap sont des obligations d'État, mais dont le financement est relayé par les départements, puisque ce sont les départements qui abondent la trésorerie de la CAF. Mais l'État ne rembourse pas l'euro. Il nous a laissé ces dernières années, en moyenne, 140 millions, 180, 190 millions non remboursés. La dette de l'État à l'égard du Val d'Oise dépasse le milliard. Donc ça nous a contraints, ça nous a compressés. Ça met en cause totalement notre capacité de fonctionnement, c'était dans le service direct à la population, et cela a totalement ralenti notre capacité d'investissement. Il faut quand même rappeler que ce sont les départements de France qui entretiennent les routes, qui construisent les routes, et nous avons en particulier en Val d'Oise un besoin
d'équipements routiers au service de nos populations, en termes de sécurité notamment, mais aussi au nom de l'économie, au service de l'économie. Nous avons pris énormément de retard là-dessus. Il semble que ce décalage se soit stabilisé, et nous reprenons une très modeste capacité d'investissement grâce à la région Île-de-France, je dis bien grâce à la région Île-de-France qui va venir cofinancer notamment l'avenue, ce qu'on appelle donc du Parisis, sur l'est, entre Gonesse et Sarcelles, la RD 301, absolument vitale pour le développement économique de ces secteurs, évidemment créateurs d'emplois. Ah oui, Voilà. Alors la préoccupation aujourd'hui, c'est le Grand Paris. C'est le débat que tous les Français entendent, que les Franciliens reçoivent pas nécessairement un 5 sur 5, puisque nous sommes en attente de la décision du président de la République. Nous sommes à peu près assurés que les grands investissements que la Société du Grand Paris doit réaliser, notamment le métro express, sera tenu, que le pari de 2024 pour les Jeux Olympiques sera tenu. Je rappelle que le Val d'Oise est concerné à la marge, mais une marge stratégique, puisque le métro express qui partira pour la ligne 17 du Mesnil-Amelot, desservant Roissy, Parc Expo et le triangle de Gonesse qui est en Val d'Oise. Après, nous rentrons évidemment en Seine-Saint-Denis et il rejoint le réseau orbital qui est celui de ce métro. Il a été pendant quelques mois envisagé la suppression de ce projet ou le retardement jusqu'en 2029. Ça n'a plus du tout aucun sens. Nous sommes alors là dans un décalage qui mettrait d'ailleurs complètement en cause le rééquilibrage économique, sociétal de ce que nous appelons, nous, la plateforme Roissy-Le Bourget. Donc là-dessus, nous sommes rassurés. En revanche, on ne sait pas quelles seront les structures gouvernementales qui vont se réorganiser. Et nous étions très inquiets parce qu'il y a eu une étape précédente sur laquelle il semble qu'il y ait eu un bon arbitrage, puisqu'on devait réduire, maintenir le projet à la métropole tel qu'elle a été pensée à l'origine, donc c'est Paris et les 3 départements qui l'entourent, avec une amputation sur les départements de Grande Couronne de ce qu'ils avaient de meilleur. On retirait Orsay d'un côté, on retirait Roissy de l'autre, et en quelque sorte on faisait une métropole en étoile de mer, en laissant les départements de Grande Couronne déshabillés. C'était intolérable. Oui. Les élus ont bien réagi, le gouvernement a sans doute compris, la haute fonction publique l'a accepté, car nous sommes en réalité dans des confrontations idéologiques et administratives. Aujourd'hui, eh bien, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'on supprime les départements des 3 qui forment l'ancienne Seine? Est-ce que nous élargissons à une métropole qui correspond à la région, ce qui est un souhait pour aller vers une simplification qui pour nous repose sur le modèle londonien, c'est-à-dire une gouvernance locale à 2 niveaux. On espère que vous serez entendu parce que ça fait plusieurs fois que l'on se mobilise sur IDFM pour exprimer les vœux des différents élus que nous avons reçus et qui sont tous d'accord sur ce thème. Alors je crois qu'il y a aussi au niveau du département un campus international de prévu. Oui, tout à fait, c'est sur Cergy. Cergy est déjà une ville universitaire affirmée, c'est le deuxième site universitaire en Île-de-France après Paris avec ses 30 000 étudiants qui ont le bonheur de se répartir autant dans l'enseignement supérieur public que privé, avec des grandes écoles privées que tout le monde connaît, comme l'ESSEC, l'NCA, EBI, mais également donc une université pluridisciplinaire, puisque donc il n'y a pas Cergy 1, Cergy 2, nous avons une université pluridisciplinaire quasi complète, il y manque la médecine, mais très dynamique et qui
conformément aux vœux qui ont été ceux du ministère de l'enseignement supérieur il y a quelques années, ont formé une commune. Une commune, c'est une communauté d'universités et d'établissements. Elle s'appelle Paris-Seine. Bon, la Seine n'est pas très loin, mais on n'est pas vraiment autour de la Seine. Néanmoins, elle est très dynamique. C'est une vraie coopération universitaire. Je la salue d'autant que par mon métier originel universitaire, je sais combien les relations entre universitaires sont parfois difficiles, jalousées, jalouses plutôt, et là ça marche très très bien. Et a été émise l'idée que pouvait se réaliser, en quelque sorte, essaimer autour de l'Oise, un campus international. Et on a déjà une maison de la recherche qui a une vocation internationale, qui n'est pas énorme, qui est de 1 000 m², mais la fédération des différents établissements ont présenté un projet qui a été accepté par le gouvernement, qui va bénéficier de 80 millions financés sur une dizaine d'années, donc une capacité d'investissement ou d'adaptation, de redéploiement d'établissements, une capacité annuelle de 8 à 10 millions. Merci Philippe Sueur. On fait une toute petite pause musicale pour rendre hommage à Dolores Riordan, la chanteuse des Cranberries avec Dreams, et après on passe à l'actualité nationale. Ça va? Oui, moi j'arrive toujours avec mes recettes, j'ai l'impression, pouf, par rapport au sérieux, non, mais c'est pour ça que je te mets. Sérieux des sujets. Oh, du bas. Non, mais soit tu arrives avant 9h30 et je te passe pour faire une pause culinaire. Oui, non, mais c'est Comme tu es vrai. arrivé plus tard, je vais te passer vers 50. T'en as pour D'accord. combien? 2 minutes? Oui, à peu près, 2 minutes. Parce 2 qu'à minutes et demie. 55, je lui redonne la parole pour la conclusion et Ouais. les vœux 2018. Et puis qui parle des rencontres angénoises. Mais là, on va faire l'actualité. Et puis on va passer à une autre pause. On va te donner donc 2 minutes, tu dis? Oui, 2 minutes, 2 minutes et demie. D'accord. Donc 3 minutes, ouais, pas de souci. Donc ça fait... Il dure 4 minutes, Florence. Ah non, là on passe que 2 2 minutes, minutes. même pas. D'accord. Comme d'habitude, À on 40. fait 1 minute 50, on passe. Ok, alors 40. Ouais. Je peux dire un mot sur la taxe d'habitation. Ah oui, on peut, bien sûr. Bah, là, on va parler de l'actualité. Je vais te parler de l'enquête où je dis que les Français veulent plus de pouvoir d'achat, une baisse des impôts. Donc, tu peux parler de la taxe d'habitation. Et souhaitent une immigration maîtrisée. Donc, tu vas pouvoir parler. Je te donne la perche. De l'autre côté, ça fait réfléchir quand, à force d'entendre qu'on va supprimer la taxe d'habitation, finalement, tu te dis, est-ce que c'est pas un impôt injuste, en fait? Oui, mais est-ce qu'il ne va pas être remplacé par un autre impôt Bien sûr que si. bien plus... Bien sûr que Mais si. il va surtout faire reposer que sur les seuls propriétaires. Bah oui. Non, mais C'est inacceptable. il parle de, bien sûr, mais il parle de supprimer Non, mais moi je voudrais qu'on complètement. Moi je voudrais qu'on pense aux jeunes propriétaires. En Val d'Oise, il y a 52% de propriétaires. Et sur ces 52%, il y a une majorité de primo-accédants qui ont acheté leur logement il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui ont emprunté, qui sont parfois sur des budgets extrêmement serrés, parce que leur remboursement correspond normalement au loyer qu'ils payaient jadis. Bon. Et d'un seul coup, on va augmenter l'impôt foncier, parce qu'ils ne paieront plus de taxes d'habitation, mais ils vont payer plus d'impôts fonciers. Et on va où là? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. On y va. On y va. Alors, Philippe Sueur, nous parlions du département, nous allons passer à l'actualité nationale, car une enquête est parue ce matin, une enquête Kantar, RTL, LCI. Les Français attendent plus de pouvoir d'achat, une baisse des impôts, bien sûr, et souhaitent de l'immigration maîtrisée. Qu'en pensez-vous? Alors, sur l'immigration maîtrisée, je suis tout à fait d'accord. C'est vital. C'est vital en termes de concorde dans notre pays. C'est également vital pour les vagues précédentes, je dirais même pour les générations antérieures, dont les nouvelles générations ne sont pas nécessairement bien intégrées.
c'est des problèmes de scolarité, des problèmes de formation professionnelle. Donc il faut, si on veut être dans une communauté nationale renouvelée, renforcée par des additions étrangères, parce qu'une nation n'est pas figée. Une nation, c'est pas une race, c'est pas une langue seulement. Une nation, c'est un tout. Et la France, la nation française, ça s'est fait de ces superpositions, mais en adhérant tous à une même conviction de la République, aux mêmes valeurs. Et aujourd'hui, l'immigration doit s'appuyer sur donc, des exigences de respect des valeurs, sur un contrôle qui est un contrôle absolument purement démographique, bien sûr de base, et puis aussi sur des conditions qui sont des conditions, comment dire, sanitaire, je vais bien sanitaire, même si on a un devoir aussi à un moment donné d'être un relais, la France là-dessus, à travers la CMU notamment le prouve bien. Bon, mais c'est vital aujourd'hui. Ensuite, vous nous parlez du pouvoir d'achat, oui. Et de la baisse des impôts. Oui. De la baisse des impôts. Donc la taxe d'habitation. Mais il faudra bien que quelqu'un paye. Bon, à quoi servent les impôts? À assurer le quotidien des Français, à assurer les infrastructures du développement économique de la France, dont les Français sont évidemment les premiers bénéficiaires, parce que le développement économique, c'est de l'emploi. Et si on retrouve la croissance nécessaire, nous aurons alors la dynamique des revenus nécessaires, et la véritable capacité de consommation passera par là. Nous sommes aujourd'hui figés dans le développement de nos infrastructures. Figés. Le département du Val d'Oise, que j'ai évoqué tout à l'heure, a été figé. Bon, il a besoin de développement routier pour permettre l'alimentation, les flux nécessaires à nos entreprises de la vallée de l'Oise en particulier. Quand vous voyez les congestions, qui sont d'ailleurs une offense au développement durable, parce que c'est de la pollution. Là, il y a une opération qui va sur Bruyères, donc de navette ferroviaire sur Paris. C'est un bel investissement, mais ça a un coût. Tout ceci a un coût. Donc, à un moment donné, il faut contribuer. Dans la Déclaration des droits de l'homme, on rappelle que le citoyen doit contribuer. La suppression de la taxe d'habitation pour un certain nombre de nos concitoyens conduira à ce qu'il n'ait plus jamais de relation financière de cette, comment dire, de cette participation, même modeste, mais symbolique, qui fait le citoyen. Alors par ailleurs, il y a des effets catastrophiques, absolument catastrophiques, puisque la taxe d'habitation dans certaines communes va porter sur 80% de la population, tel est le projet gouvernemental. Sur d'autres, certainement pas. Sur Enghien-les-Bains, bon, je ne suis pas trop inquiet. Au regard de l'indice de richesse, ça va plutôt être l'inverse. Ça va bénéficier à 20% de la population. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aujourd'hui deux taxes principales. Je ne parle pas de l'impôt économique, du foncier économique, le CAVE, mais nous avons donc la taxe d'habitation pour ceux qui ne sont pas propriétaires, et la taxe foncière pour les propriétaires, et la taxe d'habitation aussi pour propriétaires habitants. Bon, bien sûr. Mais à côté, nous avons des taxes qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je vais vous en citer trois. Il y en a une dont on parlait beaucoup hier, parce qu'elle s'applique à partir du 1er janvier 2018. C'est la taxe dite inondation. La GEMAPI. GEMAPI, c'est Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Mais qui paye? Qui payait avant? Eh bien, les grands ouvrages de protection des inondations, c'était l'État. Aujourd'hui, c'est les communes. Bon, ce sont les communes, et comme les communes en ont une compétence transférée aux agglomérations ou aux syndicats qui gèrent les milieux aquatiques ou qui assurent la collecte de l'eau et le traitement de l'eau, ces syndicats ou ces agglomérations ont le droit, à partir du 1er janvier, de percevoir par habitant jusqu'à 40 € par habitant. Donc ça peut être 100 €, 150 €. Sur la vallée de Montmorency, nous avons déjà pris notre position, nous ne voulons pas à ce jour lever cette taxe, mais elle l'est déjà levée, ou elle va se lever. Elle est d'ailleurs dans les colonnes de nos feuilles d'impôt. Vous avez la colonne GEMAPI. Bon, ça c'est un premier point.
Ce que les Franciliens oublient, hein, et notamment les Valdoisiens, eux, ils devraient ne pas oublier, c'est qu'ils payent une taxe, hein, pour le financement du métro express. Ça, on ne s'en rend pas compte, en fait. On ne s'en rend pas compte. Il faut lire sa feuille d'impôt très précisément. Ça fait combien de temps qu'on paye pour le Paris? Ça fait déjà 4 ans. C'est ce qui permettait à la Société du Grand Paris de collecter suffisamment de fonds pour pouvoir lever les grands emprunts et assurer ensuite le service de l'emprunt. Hein, c'était ça. Bon, pourquoi pas? Mais à condition que tous les contribuables en profitent. Or, vous prenez le Val d'Oise, hormis les 2 stations, hein, qui seront celles du parc, hein, du Triangle de Gonesse, hein, et du futur quartier, hein, de ce qu'on appelle donc la Padoie au Triangle de Gonesse, et Roissy, les Valdoisiens n'en profiteront pas. Surtout qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir une décision claire concernant la connexion de la ligne H, qui est la principale, hein, ligne ferroviaire en 3, hein, axes, hein, sur le Val d'Oise, connexion avec Pleyel et le métro express. Donc on paye. Et les Franciliens ne savent pas qu'ils participent au financement de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Alors combien paye-t-on pour cela? En Val d'Oise, c'est 5 euros. Bon, alors, mis bout à bout, et par personne. Hein? Donc pour un foyer de 3 personnes, eh bien, on peut se retrouver avec € des taxes de 15, 20, 30 euros, facilement 40, 50 euros. Et ceci n'est pas dit. On est souvent, vous savez, dans le non-dit. Hein. Et je regrette, moi, que nos fonctionnaires n'aient pas pris conscience que la cellule institutionnelle de base, c'est la commune. Hein. Et quand on nous reproche, nous, les communes, de dépenser trop, eh bien, c'est une agression contre le service public que l'État, petit à petit, nous a transféré. Que reste-t-il de l'action, hormis ce qu'on appelle la sécurité publique pure, hein, de la police dans nos quartiers? Ce sont les polices municipales qui se sont relayées. Hein. L'urbanisme, c'était jadis l'équipement. Maintenant, ce sont nos communes. Hein. Nous avons... Hein, on a été conduit à prendre de plus en plus le relais. Hein, regardez la dépénalisation du stationnement, eh bien, hein, c'est encore aux communes que revient la charge. Merci Philippe Sueur. Effectivement, à IDFM, dans notre émission Le Bar de l'économie, ça fait plusieurs fois qu'on s'interroge sur comment on va compenser cette suppression de la taxe d'habitation, puisque le 30 décembre dernier, notre président a annoncé qu'en fait, il envisageait de la supprimer complètement. Donc on parlait tout à l'heure hors antenne des primo-accédants pour qui ça coûte très cher parce qu'ils vont rester sans doute payeurs de cette taxe, mais peut-être que cet impôt sera supprimé à terme. Alors hier, nous étions à la rencontre, nous avons rencontré le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, car nous étions en même temps au lycée Paul-Émile Victor, qui a mis un très beau projet à exécution afin de faire comprendre aux élèves de seconde, première et bien sûr terminale cet objectif qui est de l'égalité entre hommes-femmes. Et j'avoue que les lycéens ont mis un très beau projet en route autour du développement durable pour faire comprendre et pour que tout le monde puisse travailler ensemble, ce qui a d'ailleurs levé d'autres interrogations, en particulier le harcèlement. Alors le harcèlement entre filles et garçons, ont-ils dit, mais aussi entre filles, et ça c'était quand même nouveau cette parole. Alors pourquoi nos ministres se sont rendus là-bas? Eh bien, ils ont prévu la publication d'un livre blanc au mois de mars prochain sur ce thème. Et personnellement, j'ai invité donc ce lycée à venir parler à l'antenne de ce projet. J'attends maintenant la date pour qu'on en parle plus longuement. Qu'est-ce que vous voulez réagir peut-être, Philippe Sueur, sur ce sujet égalité homme-femme, qui est quand même un des grands sujets phares du quinquennat lancé par notre président? Oui, mais bon, c'est une très vieille histoire. Bon, je crois d'abord qu'on doit être dans une égalité parfaite des salaires.
Moi, j'ai longtemps enseigné le droit du travail, jusqu'au moins les 15 premières années universitaires, et c'était déjà l'un des thèmes qu'on analysait. Il y avait des très grandes distorsions. Bon, alors on en trouvait, il y avait tout un faisceau d'explications. On se donnait alors bonne conscience. Non, il faut qu'il y ait un égal accès à tout. Il faut qu'il y ait une rémunération qui soit totalement égalitaire. Il faut que nous ayons également un changement de comment dire, moral et de regard. C'est par là. Bon, moi, par mon métier, j'ai eu la chance effectivement de côtoyer mes collègues féminins. Nous ne nous sommes jamais regardés différemment. Nous étions des professeurs, enseignants-chercheurs dans chacun de nos domaines. Et donc le respect, il était celui de la connaissance et de la capacité de recherche, et rien d'autre, rien d'autre. Alors, il peut y avoir de la misogynie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on est dans un rapport psychologique qui est intériorisé à chacun, qui n'est pas une bonne chose, bien entendu, qui n'est pas une bonne chose, mais sur la vocation donc à l'égalité, moi je suis tout à fait d'accord. En revanche, s'il faut, par la parité, et je vais avoir ici un petit peu de grincement et d'humour, s'il faut, par la parité, instaurer ce que l'on a fait des quotas. Bon, ça fait bouger les choses, notamment dans les conseils municipaux, nos assemblées territoriales, dans les conseils d'administration, puisque bon, dans les sociétés cotées, nous sommes donc maintenant à 40% de présence des femmes et on montera bien entendu à 50%. Faut-il dans l'administration aussi qu'il y ait des quotas? Et je m'interroge sur la diminution de la présence masculine dans la magistrature. Donc je me demande s'il ne faudrait pas remettre un quota masculin dans la magistrature. Merci Philippe Sueur. D'ailleurs, les lycéens ont remarqué qu'il n'y avait pas de problème d'égalité homme-femme au lycée. C'est plus dans les classes de seconde et au collège où c'est plus d'un manque de maturité. En tout cas, dans ces... Voilà. Alors, on va faire une petite pause culinaire cette fois. Jackie, que nous vous proposez-vous aujourd'hui? Bonjour Florence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode de cuisson, le mode de cuisson en cocotte, qui permet une cuisson douce et naturelle, diététique et néanmoins savoureuse. Elles sont en terre cuite, argile, céramique ou grès. La matière étant poreuse, elle absorbe de l'eau et la libère progressivement. Il est donc recommandé avant chaque cuisson de tremper sa cocotte environ 15 minutes dans l'eau froide. L'eau absorbée sera restituée lentement au cours de la cuisson. Les aliments ne se dessèchent pas, cuisent dans leur propre jus sans ajout de matière grasse et les saveurs s'expriment à souhait. Donc je vous donne une petite recette, la recette du poulet en cocotte. Donc vous mettez dans votre cocotte un poulet qui, bien sûr, qui tiendra avec le couvercle. Vous l'entourez d'un citron coupé en fines rondelles. Vous ajoutez des épices comme du cumin et du curcuma, sel, poivre. Vous mettez le couvercle. Vous réglez la température du four à 200 degrés. Enfournez à froid et vous laissez cuire 1h30. Et je vous garantis un plat tout à fait fondant et délicieux. Merci Jackie. Il nous reste 2 minutes, Philippe Sueur, pour conclure. Je propose qu'on parle de vos vœux 2018 et des rencontres anguennoises samedi 20 janvier. Volontiers. Les rencontres anguennoises ont succédé aux vœux traditionnels depuis 10 ans. C'est en 2008 que, au cœur du marasme financier, de la grande crise morale qui va affecter la France, nous avons été quelques-uns à supprimer les vœux. Je les ai supprimés définitivement, ils étaient très beaux comme dans beaucoup de communes, et d'ailleurs les quelques 35 000 €, vous vous rendez compte, la somme colossale que nous mettions à l'époque, il y a 10 ans, ont été versés à la recherche pour le cancer et à la recherche sur la sclérose en plaques, que nous faisons toujours. Aujourd'hui, nous continuons à verser 20 000 € à la sclérose, 20 000 € à Curie, à l'Institut Curie, et 20 000 € que nous avons ajoutés au Resto du Cœur. Nous y tenons beaucoup. Nos rencontres anguennoises, ce sont des rencontres. Il y a une vingtaine de stands avec nos services, les chefs de service, les élus référents et la population de 15h à 19h. Eh bien, et dans un hall, c'est la pergola, bien sûr, ouvert. Rencontres entre concitoyens, services, c'est un lieu animé, il y a un petit peu de musique, l'école de musique bien entendu, et puis un propos du maire qui se tient autour de 17h. Nous sommes très honorés parce que cette année Valérie Pécresse
sera présente. Elle a souhaité venir nous rejoindre et parler de ce qui nous préoccupe, bien entendu. Voilà. Alors c'est à quelle heure? C'est à partir de 15h jusqu'à 19h et le point culminant est autour entre 16h30 et 17h30. 17h30. Trois mots peut-être pour vous. Il y a même une halte garderie pour les enfants. Merci pour l'information. Peut-être vos vœux pour tous. Mes vœux, d'abord des vœux pour la France. Il faut une France lucide, courageuse, orgueilleuse même de son histoire et en capacité de futur. Je crois que nous avons tous les ressorts, une économie qui n'a pas été étouffée, avec des soubresauts qui se confirment en véritable réouverture économique. Donc là-dessus, des vœux extrêmement chaleureux. Les vœux de concorde, vous avez évoqué l'égalité des hommes et des femmes. Il faut aussi que dans une certaine jeunesse, dont l'éducation n'est pas traditionnelle, et sous influence musulmane, puisse vraiment être au rendez-vous de l'égalité. Mes vœux pour les Français, pour les Anguennois, les Val-d'Oisiens, les Franciliens, je vous souhaite de la santé, de la sérénité et du sourire. Merci beaucoup de votre présence ce matin, Philippe Sueur. Chers auditeurs, à demain. On vous souhaite une très bonne journée. On se quitte avec Eddie Hawkins, que vous n'allez pas entendre beaucoup, c'est Happy Days, mais je vous le reproposerai demain. Merci beaucoup à tous les deux. C'était chaud parce que, en fait... Il y a trop de musique, Non, c'est pas ça.